Comme tout le monde, j'avais entendu parler de tous ces meurtres qui avaient eu lieu durant le mois de février. La particularité de ces actes innommables, selon les médias, était qu'ils ne visaient que des femmes, des féminicides. Les enquêtes avaient toutes confondu les maris ou ex-conjoints, des hommes. Pourtant, la vitesse avec laquelle ces affaires avaient été résolues laissait subsister comme un doute en moi, un sentiment d'inachevé et de procédure bâclée. Comment 14 femmes avaient pu mourir en l'espace d'un mois dans une même région de France. Je suis donc partie mener mon enquête auprès des témoins et des habitants afin de trouver une potentielle raison à ce massacre. Quand je fus devant la première maison où le crime avait eu lieu, c'est le frère de l'assassin qui m'ouvrit. Je me présentais comme une reporter d'un journal local et il me raconta que durant la nuit, son frère l'avait appelé en urgence. Et sa voix lui avait paru absente, mais surtout alcoolisée. Sentant l'urgence de la situation, il s'était rendu directement chez lui et avait constaté la présence d'une mare de sang au milieu du salon en arrivant. La table basse était recouverte de cadavres de bouteilles et sa petite nièce pleurait dans son parc. Sur le canapé, allongée sans vie, la femme regardait son enfant. Le frère avait alors appelé la police alors que l'assassin s'était assis sur une chaise et avait perdu connaissance. Quand je lui demandais s'il avait remarqué quelque chose d'étrange, celui-ci ne put me répondre, ses souvenirs étant trop clairsemés. Ce qui était normal au vu de la scène horrible qu'il avait vécue. Sa mémoire avait tenté d'épargner sa santé mentale. Il était resté debout pendant plusieurs dizaines de minutes, le temps que la police arrive et se charge de prendre la situation en main. Le décès avait été constaté et on demanda au frère s'il pouvait prendre en charge l'enfant. Comme il en était le parrain, il était de son devoir de s'en occuper. Puis il se souvint être parti de la maison avec l'enfant, tout en lui chantant une comptine afin de la rassurer. Cela l'avait marqué, car lui-même avait besoin d'une distraction, au moins pour ne pas s'effondrer devant l'enfant. Je l'avais remercié et nous avions échangé nos numéros au cas où il se serait rappelé quelque chose d'autre. La prochaine destination fut un échec, car la maison semblait avoir été abandonnée. Aucune réponse quand je sonnais à la porte. Il apparaissait selon les éléments du dossier que le mari avait tué son épouse, gravement malade, et avait ensuite retourné l'arme contre lui. Mes tentatives répétées attirèrent une voisine qui me menaça d'appeler la police. Usant de mon sourire, j'essayai de l'amadouer en lui expliquant qu'ils avaient été mes grands-parents et que je voulais récupérer des souvenirs. Elle cracha par terre. Selon elle, c'était aussi un de leurs petits-enfants qui avait découvert les corps et je ne leur ressemblais pas du tout. Battant en retrait devant tant de lucidité, je déclinai ma véritable identité. Elle accepta de me dire ce qu'elle avait entendu quand la police était arrivée, à condition que je ne la cite pas dans mon article. Malheureusement, ce qu'elle me raconta était déjà écrit dans le dossier et n'apportait rien à mon enquête parallèle. Avant de la quitter, elle me confia qu'elle était contente d'avoir pu récupérer leur chat, sinon le pauvre aurait fini dans une cage. Son animosité à mon égard avait mystérieusement disparu, car elle me tint la jambe une dizaine de minutes à me raconter ses déboires avec son nouveau compagnon félin. Elle avait acheté tout un tas de jouets, mais apparemment, il ne voulait chasser qu'une vieille souris verte qui était restée dans sa cage. J'allais finalement prendre congé quand elle m'avoua qu'elle était sûre que cette peluche était recouverte du sang de feu sa voisine. Aucune idée de pourquoi elle m'avait dit cela quand je réussis finalement à quitter la zone pavillonnaire. La maison de la scène de crime suivante était recluse dans la campagne. Aucun voisin ne pouvait m'aider à en apprendre davantage, mais je remarquai une porte-fenêtre cassée à l'arrière. Je fis prudemment le tour des pièces et vis que la maison avait été vandalisée à la suite de la disparition de ses deux occupants. Les volets étaient pour la plupart fermés et l'électricité coupée depuis longtemps, ce qui donnait un aspect angoissant au mobilier encore présent. J'allumai la lampe de mon téléphone pour découvrir une scène tout à fait troublante. Je n'avais pu voir, par manque de luminosité, que tous les murs étaient recouverts de mots. Au bout de quelques secondes, je pus déchiffrer ce qui était tagué. C'était une comptine pour enfants, une souris verte. La comptine entière était lisible sur chaque mur de la maison.
Je ressentis alors une énergie foncièrement mauvaise émaner de ces murs. J'avais l'impression que la cruauté de l'assassin était encore présente et qu'elle transpirait à travers les mots. Mais ce qui était le plus étrange, c'est que l'écriture n'avait rien d'enfantine. Elle était soignée, comme si on avait pris le temps d'écrire cela comme une dictée lors d'un devoir. C'était un adulte qui avait écrit cela. Un coup d'œil au dossier me confirma que ce couple n'avait aucun enfant. J'avais le pressentiment que c'était un homme qui avait écrit cela. Le malaise était palpable et je devais sortir prendre l'air. Quand je fus à nouveau devant la maison, un véhicule passa à vive allure et faillit me renverser. J'allais lever les mains pour lui signifier la stupidité de sa conduite quand je remarquai l'autocollant sur le côté. C'était une voiture de police. Rapidement, d'autres véhicules passèrent, sirènes allumées. Il y avait aussi des pompiers. Le convoi continua pendant encore 1 minute, puis le calme revint. J'avais craint qu'ils viennent pour moi et pris donc la route à mon tour. Le hasard faisait que je devais prendre le même chemin qu'eux. J'avançais lentement tout en repensant à ce que j'avais découvert. Quelque chose m'échappait et je sentais que c'était important. Les bruits des sirènes se firent à nouveau entendre. La route en face de moi était partiellement bloquée par le convoi qui s'était arrêté le long d'un sous-bois assez dense. Un policier me stoppa et me demanda de faire demi-tour. Quand je lui montrai ma fausse carte de presse, il soupira, agacé, et me demanda d'attendre. J'en profitai pour sortir de la voiture et m'avancer vers le cordon de sécurité. Au même instant, un chariot passait avec le corps d'une femme. Le sac n'avait pas été fermé, mais je devinais qu'elle était morte. Je fus choquée par ce que je vis sur son visage. Quand je l'aperçus, les éléments se mirent bout à bout dans mon esprit. Le mot « souris » était gravé sur son front. Les victimes avaient un lien et je venais de trouver des preuves. Ce n'étaient pas que des simples féminicides isolés. Alors que les événements passés devenaient plus horrifiques encore, 2 officiers passèrent avec un homme cagoulé. Ce devait être le meurtrier. Il avait l'air alcoolisé, mais tout à fait lucide. Assez lucide pour chanter une comptine à tue-tête. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. J'eus une sensation de déjà-vu. L'homme s'assit à l'arrière de la voiture de police et elle démarra, laissant la place à une grande dame en tailleur tenant la main d'une petite fille. Je demandai au policier à côté de moi qui était-elle. Il me confirma que c'était apparemment la nièce du tueur.